retrouver si nombreuses pour notre première conférence de l'Université populaire de Saint-Michel-sur-Orge. D'autant plus que cette année, nous fêtons nos 20 ans. Vous avez autour de vous de nombreuses affiches qui ont tracé toutes ces 20 ans passés. Nous, pour ceux qui ne connaissent pas, nous faisons nos conférences dans cette salle, donc une fois par mois, sauf cette année, il y aura 2 fois par mois, mais je ne vais pas parler longtemps parce que je ne suis pas le seul à intervenir. Donc Françoise, à toi. Voilà, donc cette conférence ouvre le cycle de l'éco-festival du Val d'Orge qu'on a bâti au sein de l'association Les Paniers Blancs en liaison avec plein d'autres associations du territoire, puisqu'on est le festival, il est présent sur 6 villes et à peu près il y a 2 manifestations par ville. Donc il y a des conférences comme aujourd'hui, il y a des ciné-débats, des expositions, des ateliers parents-enfants, voilà, autour de la construction, en lien avec la conférence qui a lieu aujourd'hui. C'est construction d'un nid bourdon. Et puis gestion de l'eau au jardin, parce que gérer l'eau au jardin, c'est aussi gérer la vie du sol. Et donc, les thèmes de cet éco-festival, c'est la terre. Donc, qui niche dans la terre les abeilles. Et puis, dans ce cycle-là, il y a aussi la conférence de Marc-André Sellos, Santé des sols, santé des humains, qui aura lieu à l'UMC, donc tout près. Voilà, donc il y a un thème sur la terre, sur l'eau, et puis sur l'alimentation saine pour tous, puisque les Paniers Blancs représentent 3 AMAP, donc 3 structures où se pratique l'agriculture paysanne, et on voudrait que l'alimentation, les légumes sains et variés soient accessibles à tous, et nous y travaillons. Voilà. Et donc, pour clore la conférence, eh bien, nous sommes en partenariat avec l'Université populaire de Saint-Michel, et puis, eh bien, une abeille sur le toit. Alors, une abeille sur le toit représente l'abeille domestique, hein, donc pas les abeilles sauvages, mais bon, on a tous une sensibilité pour toute la famille des pollinisateurs, et que va vous présenter Étienne, et qui nous permettra d'avoir une petite collation autour Ouais, bravo. Et pour vous présenter l'association, je ne suis pas venu tout seul, on est quelques-uns, il y a 3 de nos apiculteurs, 2 référents et un ancien apiculteur qui est toujours présent avec nous. Alain, Igor et François, et puis Brigitte, notre secrétaire. Donc voilà, nous sommes une petite association, je vais essayer de faire très court, et puis on en reparlera après si vous le souhaitez. On est situé à Sainte-Geneviève-des-Bois, on a à peu près 130 adhérents, dont on va dire une trentaine de membres actifs. Le but, c'est de gérer une quinzaine de ruches, en partenariat avec la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. On a un rucher municipal, nous sommes les gardiens. Et puis, quoi dire d'autre, tout à l'heure, en vous présentant un peu le buffet de ce qu'on a apporté, on vous fera découvrir du miel de notre rucher, un peu de pain d'épices fabriqué par un de nos apiculteurs, François, et puis un jus de pomme épicé, fabrication maison, mais je pense que ça passe bien pour finir tout ça. Donc, je vous laisse la parole. Et donc, quand même, rien ne serait là sans la présence de Mel, que Tiffen va présenter en quelques mots. Oui. Je vous remercie, vraiment. Ouais, donc il y a beaucoup de présentations, mais il y aura beaucoup de conférences après, donc vous inquiétez pas, c'est la dernière. Voilà, donc du coup, Mélisse William qui va présenter ce soir, donc, qui fait la conférence d'inauguration de l'éco-festival d'Or. Et du coup, déjà, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses, c'est hyper chouette. Et donc, Mélisse William, qui est biologiste, artiste, qui est passionnée d'abeilles, bien sûr, mais de toutes les choses qui ont des pattes, des ailes, des antennes, des poils, pas de poils, etc. Vous pouvez la lancer sur n'importe quel sujet. Tant qu'il y a un insecte, un arachnide quelque part, testez-la, vous allez voir, c'est fait du Et donc là, ce soir, le thème, c'est quand même abeilles, donc qui en plus d'animer la conférence, a fait 4 peintures.
qui sont exposés au fond là-bas, vous pouvez aller voir après. Donc dans l'ordre, l'abeille à culotte, la ligue à pattes rouges, le bourdon des champs et la grenette du diable. On va vous parler parmi de nombreux autres. Et vous remarquerez, il y a des affiches qui contextualisent un peu ce qu'on croit, on n'est pas clair. Parce qu'à la base, il devait y avoir que 3 tableaux pour cette exposition. Mais Mélisse a décidé dimanche qu'elle était prête, donc pourquoi pas faire une 4e peinture. Et voilà, je pense que tout est dit, et du coup, laisse la parole. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Déjà, moi aussi vous remercier d'être venus aussi nombreux, ça me fait super plaisir. Donc voilà, comme Tiffany disait, moi je m'appelle Mélisse, je suis artiste et j'ai une formation de biologiste et je suis extrêmement passionnée par les insectes. Et du coup, quand on m'a proposé de faire une présentation pour l'Éco-Festival d'Orge, dont le thème cette année est le sol, j'avais envie de vous parler d'une famille d'insectes qui est à laquelle on ne pense pas forcément en fait quand on pense aux insectes qui sont liés au sol, mais comme vous allez voir en fait c'est des insectes qui ont un lien très fort avec le sol. Donc ce soir on va parler de la vie souterraine des abeilles sauvages. Et donc de quoi on va parler ce soir? On va voir comment la famille des abeilles est apparue sur Terre à l'échelle de l'évolution. Où est-ce qu'elles vivent, ces abeilles, et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, humains, si on a envie de les aider. Donc, tout d'abord, une histoire de l'apparition de la famille des abeilles. Donc les abeilles, elles sont arrivées sur Terre il y a 100 millions d'années. Donc pour vous donner un repère un peu vague, c'est vers la fin de l'ère des dinosaures. Donc elles ont vu la comète. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont apparues exactement en même temps à l'échelle de l'évolution qu'une famille de végétaux qu'on appelle les plantes à fleurs. Et donc en fait ça c'est pas du tout un hasard, c'est dû au mode de reproduction des plantes à fleurs. Donc je vais commencer par vous raconter comment ça se passait la reproduction des végétaux avant les plantes à fleurs, donc chez les conifères par exemple. Donc les conifères en fait ce sont tous les végétaux qui vont porter leurs gamètes sur des structures en forme de cône. Donc on a les cônes mâles qui fabriquent du pollen, donc ça c'est un grain de pollen, c'est très grossi en fait, un grain de pollen c'est minuscule normalement. Et ce pollen en fait, il va être transporté par le vent pour espérer rencontrer un cône femelle qui porte les ovules, et c'est comme ça en fait qu'on va faire la fécondation. Sauf que comme ce grain de pollen il est transporté par le vent, en fait il est transporté totalement au hasard. Et du coup, pour avoir une infime chance de rencontrer un cône femelle sur un autre individu, il va falloir que le conifère il fabrique une quantité astronomique de pollen. Et il faut savoir que chaque grain de pollen, c'est une petite boule de protéines, c'est extrêmement énergétique. Et donc ça représente une dépense énergétique énorme pour le conifère de produire tout ce pollen, surtout que la plupart de la production est faite pour rien, puisque la plupart des grains de pollen ne rencontreront jamais un ovule à féconder. Et c'est là que les plantes à fleurs, en fait, elles ont eu une évolution majeure. C'est-à-dire que plutôt que de fabriquer ces quantités de pollen énormes, elles vont présenter leurs gamètes, donc leurs ovules et leurs pollen sur des structures qui présentent une récompense. Et cette récompense, elle est là pour attirer des insectes pollinisateurs. Et comme ils sont récompensés par le nectar, donc, qui est un liquide sucré, comme ils ont aimé leur expérience, ils vont chercher à répéter l'expérience et ils vont comme ça visiter plusieurs individus. Et c'est comme ça que le pollen est transporté d'un individu à l'autre et qu'on va avoir la fécondation. Et donc ça, c'est un système qui est beaucoup plus efficace parce qu'on n'a pas besoin de produire autant de pollen à perte. Et c'est aussi un système qui est très bénéfique en fait pour les insectes qui font le travail de récolte du nectar, puisqu'en fait ils sont nourris. Donc au fil de l'évolution, il y a eu une spécialisation de certaines familles d'insectes pour ce travail de récolte du nectar. Et ce qui fait qu'on a eu une coévolution en fait entre les plantes à fleurs et leurs insectes pollinisateurs. Et donc certaines familles d'insectes se sont tellement spécialisées qu'elles en sont devenues dépendantes.
Et les plantes à fleurs sont également en fait dépendantes des pollinisateurs pour leur reproduction. Et donc à l'heure actuelle, on est vraiment dans un système de codépendance, c'est-à-dire que faut bien comprendre que c'est un seul système et qu'une famille ne pourrait pas exister en l'absence de l'autre. Donc on ne pourrait pas avoir de fleurs si on n'avait pas de pollinisateurs et inversement. Et donc nous, ça nous intéresse beaucoup en tant qu'humains, puisqu'il y a, on ne sait pas trop, entre 10 000 ans et 5 000 ans, on a inventé l'agriculture. Et donc cette relation en fait, entre les abeilles et les plantes à fleurs, elle est très importante, puisque à l'heure actuelle, notre agriculture, elle est uniquement basée sur les plantes à fleurs. C'est-à-dire que tout ce qu'on consomme, ce sont des plantes à fleurs, et tous les animaux qu'on mange et qu'on élève, on les nourrit avec des plantes à fleurs qu'on fait pousser nous-mêmes. Donc, la première étude que je voulais vous montrer, c'est une étude qui essaye de quantifier en fait cette dépendance des espèces cultivées des pollinisateurs, des insectes pollinisateurs. Et donc, c'est une étude qui a été faite dans 200 pays. Et dans ces 200 pays, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une liste de 124 espèces cultivées qui, à elles, représentent plus de 99% de la production de ces pays. Donc c'est quasiment la totalité de l'agroéconomie. Et ce qu'ils ont mesuré, en fait, c'est si la récolte était dépendante de la présence d'insectes pollinisateurs. Et les résultats, ce qu'ils donnent, c'est que pour 25% de ces espèces cultivées, on n'a pas vraiment de dépendance des insectes pollinisateurs. Donc ça va être des espèces comme le blé ou le riz par exemple, qui sont des espèces qui font l'autofécondation. C'est-à-dire que le pollen de la même fleur va aller féconder les ovaires de la fleur. Mais pour 75% des espèces cultivées, on a une très grande dépendance des pollinisateurs. Donc ça veut dire qu'en l'absence de pollinisateurs, on va avoir une récolte qui est largement diminuée, voire qui est totalement nulle. Donc on a une grande dépendance en fait de notre agroéconomie. Donc les pollinisateurs, on en connaît très bien certains, notamment on connaît l'abeille européenne qu'on a domestiquée, qui fait le miel. Il y a aussi les bourdons qui sont parfois, on implante des ruches de bourdons dans des serres pour pouvoir avoir de la pollinisation, malgré le fait que la serre c'est un milieu isolé du monde extérieur. Mais je vais vous montrer une deuxième étude qui montre bien qu'en fait les espèces qu'on a réussi à domestiquer un petit peu, elles ne sont pas du tout suffisantes pour avoir une pollinisation efficace. Donc cette deuxième étude, elle est très intéressante. En fait, ils ont fait quelque chose qui est à la fois assez simple et à la fois, je le trouve, très impressionnant dans la mise en œuvre. Ils ont fait une étude dans une prairie sauvage d'un demi-hectare au Royaume-Uni, et ce qu'ils ont fait, c'est des comptages en fait. Ils ont compté dans cette prairie, à chaque fois qu'une abeille se posait sur une fleur, quelle était l'espèce d'abeille et sur quelle espèce de fleur elle se pose. Et pour ça, ils ont fait ça pour pouvoir établir ce qu'on appelle un réseau de pollinisation. Donc ça se présente comme ça. En fait, là en haut, vous voyez tous les noms, ce sont les noms latins des espèces d'abeilles sauvages qui ont été observées au cours de cette étude. Donc vous voyez, là j'ai mis la petite abeille sur l'abeille domestique, enfin l'abeille européenne. Donc, vous voyez déjà qu'il y a énormément de diversité d'abeilles sauvages qui ont été observées. Plus la barre grise elle est large, plus ça veut dire que cette abeille a été observée de nombreuses fois. Ensuite, en bas, on va mettre toutes les fleurs qui ont été visitées au cours de cette étude. Et de la même manière, plus la barre est large, plus ça veut dire que cette espèce de fleur a été visitée de nombreuses fois. Et ensuite, à chaque fois qu'une abeille se pose sur une fleur, eh bien, on met un lien entre cette abeille et cette fleur. Et ça donne comme ça un réseau de pollinisation. Et donc là, vous pouvez voir très très rapidement et de façon très simple. Par exemple, si on regarde toujours l'abeille européenne, on voit qu'au cours de cette étude, elle n'a visité que 2 types de fleurs. Et donc on a assez vite en fait une vision de tout le travail de pollinisation qu'on perdrait si jamais on n'avait pas les espèces sauvages pour compléter le travail de l'abeille européenne. Donc s'il faut retenir quelques points de ces deux études, c'est que donc déjà la famille des abeilles, ce sont des pollinisateurs majeurs qui sont vraiment spécialisés dans le travail de pollinisation. Ils sont
vraiment indispensable à notre agriculture. Et l'abeille domestique, en fait, est une espèce qui est certes à spectre large, mais qui n'est pas suffisante en fait pour avoir une pollinisation efficace. Et donc maintenant le sol. Pourquoi est-ce que le sol c'est si important pour les abeilles? Et pour comprendre en fait cette relation, il faut remonter un petit peu dans la généalogie des abeilles, enfin de la famille des abeilles. Donc la famille des abeilles, elle fait partie de l'ordre des hyménoptères et plus particulièrement des apocrites, du sous-ordre des apocrites. Et les apocrites, ce sont tous les insectes qui ont ce qu'on appelle la taille de guêpe en fait. C'est un rétrécissement entre le thorax et l'abdomen, ce qui rend l'abdomen très très mobile par rapport aux autres insectes. Et la raison pour ça, en fait, c'est que l'ancêtre de tous les apocrites, c'était une guêpe parasite. Et il y a certaines espèces à l'heure actuelle qui ont conservé en fait ces caractéristiques de guêpes parasites, qui sont toujours des guêpes parasites. Et ces insectes-là, on les reconnaît parce que si vous voyez là, en fait, au bout de l'abdomen des femelles, il y a un long tube. En fait, ce tube, ça s'appelle un ovipositeur. Ça va avoir 3 fonctions. Ça va avoir la fonction de pouvoir piquer, ça a la fonction de pouvoir injecter du venin, et on va pouvoir surtout pondre des œufs. Donc les œufs, en fait, vont passer à travers ce tube. Et ça va permettre à la guêpe de pondre ses œufs dans globalement une larve ou une chenille qui va se faire gentiment manger de l'intérieur, et c'est pour ça qu'on appelle ces insectes des parasites. Et donc chez les apocrites, il y a eu une évolution où chez les aculeata, où l'ovipositeur est devenu un dard. Donc en fait, on peut toujours piquer, on peut toujours injecter du venin, mais on ne peut plus pondre les œufs à travers cet organe. Donc il n'a plus qu'une fonction de défense et c'est tout. Et donc ça va avoir plusieurs conséquences, et la conséquence majeure, c'est qu'on n'a plus nulle part où mettre ses œufs, puisqu'on ne peut plus les pondre dans une pauvre chenille qui n'a rien demandé. Et donc on a une perte du parasitisme chez ces espèces-là. Et du coup, il faut bien mettre ses œufs quelque part, d'où la nécessité de construire un nid. Et la deuxième conséquence, c'est que les œufs, ils vont plus éclore dans une larve ou quelque part où ils vont avoir à manger. Et donc, il va falloir nourrir sa descendance. Et donc, c'est pour ça que tous les aculeates, en fait, sont des insectes qui construisent des nids et qui nourrissent leurs petits. Donc, ça va être le cas des fourmis, aussi des guêpes et des frelons, et de la famille qui nous intéresse ce soir, la famille des Anthophila, si vous voulez parler en latin, et donc la famille des abeilles. Et donc la famille des abeilles, elle se sous-divise en plein de sous-familles, et c'est très très varié. Et pour vous donner juste un petit aperçu de ces différentes familles, là je vous ai mis des photos d'abeilles que vous pouvez observer en Île-de-France, donc d'abeilles sauvages. Et vous voyez déjà comment morphologiquement elles sont très variées. Donc vous allez en avoir qui sont très poilus comme les bourdons par exemple. Donc les bourdons sont des abeilles. Vous en avez qui sont pas du tout poilus, qui ont presque pas de poils, comme par exemple celui-là qui n'a malheureusement pas de nom vernaculaire. Il y en a qui sont toutes noires, il y en a qui sont en noir et blanc, il y en a qui sont toutes rousses, et puis il y a plein de variations. Enfin c'est vraiment très varié. Si vous voulez, on a imprimé cette slide-là, elle est en affiche, parce que si vous voulez vous amuser à aller chercher dans vos jardins. Et donc, quelles sont les fonctions du nid? En fait, ça va être principalement 2 fonctions. Déjà, une fonction de protection, donc protéger les œufs contre les impacts et ce genre de choses, mais aussi une protection climatique, parce qu'en fait, les œufs, ils vont passer toute l'année dans le nid. Donc, il faut qu'ils passent l'hiver, il faut qu'ils supportent les variations d'humidité et ce genre de choses. Ensuite, il y a une protection biologique, parce qu'il ne faut pas que les réserves de nourriture ils moisissent ou qu'ils soient volés par des petits voleurs, ou une protection contre les parasites aussi. Et la deuxième fonction, ça va être d'assurer la survie de l'œuf à l'adulte, puisque comme vous allez le voir, en fait, les abeilles, avant d'être adultes, elles passent toute leur vie dans le nid. Donc il faut qu'il y ait un stock de nourriture qui soit suffisant, et il faut aussi que ça permette les échanges d'oxygène pour qu'elles puissent respirer. Et donc comment est-ce qu'on construit un nid quand on est une abeille? Et vous allez voir, là encore, c'est assez variable. Donc il y a 4 grandes manières de construire un nid quand on est une abeille.
La première manière, et c'est un petit peu la plus simple, c'est que plutôt que de construire son nid, on va occuper une cavité qui est déjà existante et on va l'aménager pour ses besoins. Donc c'est ce que vont faire par exemple les bourdons. Donc les bourdons, en fait, c'est une espèce sociale et ils aiment bien installer leurs colonies dans des anciens nids de souris ou de mulots ou des nids d'oiseaux qui ont été abandonnés. Et donc ils vont aménager, en fait, ils vont faire leurs petites cellules avec un mélange de cire et de mousse dans des cavités qu'ils trouvent comme ça. Ensuite, on va avoir les abeilles qui aiment bien squatter les troncs d'arbres creux, donc qu'ils soient morts ou pas encore. Et ça, c'est le cas, par exemple, de notre abeille domestique, l'abeille européenne. À l'état sauvage, en fait, elle aime bien faire ses colonies dans des troncs d'arbres creux. Ensuite, il y a les abeilles qui sont plutôt solitaires, qui vont aller aménager leurs cellules dans des tiges creuses. Donc là, vous avez l'exemple d'une tige de bambou qui a été aménagée par une abeille solitaire qui a mis un petit peu de boue sur les parois. Et là, vous voyez qu'elle a construit ses cellules. Donc, dans chacune de ces cellules, il y a un stock de nourriture et un œuf qui va se développer. Il y a aussi, donc là c'est aussi une abeille solitaire qui va occuper des cavités et elle, au lieu de mettre de la boue, elle va découper des petits morceaux de feuilles pour aller imperméabiliser les parois. Donc si dans vos rosiers vous voyez des découpes comme ça super régulières en forme d'ovale, sachez que c'est une abeille qui est venue piquer un petit bout pour aménager son nid. Et donc si on déterre le nid, en fait ça fait des petits empilements comme ça, c'est très très mignon. Et on a la grande championne de l'originalité qui aménage son nid dans des coquilles d'escargots vides qu'elle trouve. Voilà, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est que la première manière de construire son nid. Excusez-moi, vous pourriez vous reculer un tout petit peu pour qu'on puisse avoir l'écran entier. Ah yes, ça marche. Côté, je sais pas. Encore un petit peu. Encore parfait. Donc la deuxième manière de... Ah oui, pardon. Donc occuper une cavité existante, en fait, ça va concerner à peu près 30% des espèces d'abeilles sauvages. Donc c'est pas la majeure façon de construire son nid. Et il y en a beaucoup d'autres. La deuxième manière de construire, c'est de construire son nid directement à la surface, soi-même. Et ça, il y a quelques abeilles qui font ça, qui sont pas faciles à observer. Donc en fait, elles récoltent de la résine sur des arbres et éventuellement elles les mélangent, comme vous pouvez voir là, à des petits copeaux de bois. Et c'est comme ça qu'elles construisent leurs cellules. Donc là, elles vont faire des stocks de nourriture et pondre leurs œufs dans des petites cellules comme ça. Elles sont pas faciles à observer parce qu'elles sont minuscules. Donc par exemple, vous voyez, ça c'est un câble électrique en fait. Ça c'est une douille d'ampoule. Vous imaginez à quel point elles sont minuscules. Et il y en a même qui vont ajouter des petits cailloux à la résine. Et donc ça, c'est un nid d'abeilles en fait. Celle-là, j'ai hésité à vous la présenter parce qu'en fait, cette espèce-là, c'est une espèce américaine. Ça n'existe pas en Europe, les abeilles qui font des petits cailloux. Quoi. Mais bon, c'était trop mignon, donc j'ai pas pu résister. Donc voilà. Et ça, je voulais vous le montrer parce que c'est quand même assez impressionnant, mais c'est très très rare en Europe. Il y a vraiment peu d'espèces qui font ça. Voilà, juste pour le mentionner. Ensuite, la troisième manière de construire son nid quand on est une abeille, c'est de le creuser directement dans le bois. Et donc ça va être ce que font tous les xylocopes. Donc les xylocopes qui sont une sous-famille d'abeilles. Et là, vous pouvez voir un tunnel en fait qui a été creusé par le xylocope, en fait qui le creuse avec ses mandibules. Et on peut deviner encore chaque séparation là, en fait, c'est des séparations entre chacune de ces cellules. Et donc dans chacune de ces cellules, il y avait encore une fois des stocks de nourriture et un œuf. Et donc au niveau du nombre d'espèces, il y a une quinzaine d'espèces en France qui sont des xylocopes et qui nichent comme ça. Donc ça représente moins de 1% en fait des espèces. Donc vous vous doutez bien que la quatrième manière, en fait, ça va être la manière majeure pour les abeilles de faire leur nid, et c'est de le creuser directement dans le sol. Donc, comme par exemple cette petite halicte qui est à l'entrée de son nid. Donc là, vous voyez, le trou, c'est le nid qu'elle a creusé. Et ça va concerner en fait 70% des espèces. Donc c'est vraiment la façon la plus répandue de faire son nid quand on est une abeille sauvage. Et si on en revient à nos espèces d'Île-de-France, en fait, si on regarde,
comment ça se répartit. Donc dans la sous-famille des apidés, on va avoir des abeilles qui occupent des cavités, que ce soit aériennes ou au sol, et on a les xylocopes qui creusent dans le bois. Donc ça, tout ça, c'est dans la famille des apidés. Dans la famille des... Moi, j'aime bien les appeler les mégachilles, parce que je ne parle pas latin. C'est plutôt des abeilles qui vont occuper des cavités, notamment des tiges creuses, des choses comme ça. Et toutes les autres abeilles de toutes les autres sous-familles sont plutôt des abeilles qui creusent leur nid au sol. Donc en fait, on retrouve cette répartition de 70% des espèces qui nichent au sol, même en Île-de-France. Et donc, comment une abeille, elle s'y prend pour creuser son nid dans le sol? Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que chaque espèce d'abeille va avoir un type de sol qu'elle préfère. Donc il y en a qui préfèrent les sols plutôt sableux, argileux ou calcaires ou autre chose. La texture du sol va être importante en fait. Certaines abeilles préfèrent creuser dans des sols plus meubles. Il y en a qui carrément vont creuser dans des falaises ou dans des sols très tassés, très durs. Il y a des abeilles qui préfèrent creuser au sol plat, horizontal. Il y a des abeilles qui préfèrent creuser sur les flancs de falaises, donc à la verticale. Et il y a même des abeilles qui préfèrent les terrains un petit peu à 45 degrés, un petit peu intermédiaires, comme par exemple les abords d'une rivière. Donc ça dépend des espèces. Et l'exposition aussi va être importante puisque beaucoup d'espèces d'abeilles préfèrent avoir un nid qui est exposé au sud et du coup qui va être chauffé par le soleil. Et ça c'est assez avantageux pour le développement des œufs. Ensuite, ça on va en reparler plus tard, mais c'est super important en fait que le nid soit à proximité d'une source de nourriture. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé l'endroit idéal avec le sol idéal qu'on aime bien, eh bien il n'y a plus qu'à creuser, comme cette petite abeille à culotte qui est en train de creuser son nid. Et là, on va faire une petite pause parce que j'avais envie de vous montrer comment une abeille à culotte fait pour creuser son nid. Et donc j'ai une petite vidéo à vous montrer. Vous allez voir à quel point c'est très très mignon. Donc voilà, là vous voyez, c'est l'abeille, elle est en train de creuser son nid et vous voyez qu'elle dégage en fait la terre avec, là elle creuse dans le sable. Elle fait des espèces de mouvements de ciseaux en fait avec ses pattes arrière pour dégager la terre. Et comme vous pouvez voir, en fait, elle a beaucoup de poils, l'abeille à culotte, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et ces longs poils en fait sur les pattes arrière, ça lui permet de pelleter en fait beaucoup plus efficacement le sable. Donc là, c'est une autre espèce, c'est la collette du lierre. Et vous voyez qu'elle fait un peu elle est moins poilue, mais elle fait les mêmes mouvements en fait de ciseaux avec ses pattes arrière pour éjecter la terre derrière elle. Donc en fait, elle creuse avec ses mandibules et ses pattes avant, et elle éjecte la terre derrière elle. Donc voilà. Hop. Je vais là. J'essaye de revenir en plein écran. Plein écran. Hop, super. Donc voilà, l'abeille à culotte en photo comme celle que vous avez vue en premier. Et donc vous voyez bien en fait qu'elle a ces longs poils sur les pattes arrière qui lui permettent de creuser plus efficacement. Et donc tout ce dont je vais vous parler à partir de là, en fait, je vais vous parler que des femelles, puisqu'il faut savoir que chez les abeilles, il n'y a que les femelles qui bossent. C'est vrai. Les mâles, ils sont là que pour la reproduction, en fait, mais globalement, ils vont se reproduire et puis mourir après. Et c'est toujours les femelles, toujours, qui s'occupent de la construction du nid et de l'approvisionnement du nid en nourriture. Et bon, bien sûr, c'est les femelles qui pondent aussi. Donc, juste retenez que tout ce que je vais vous raconter là, ça parle que des femelles, que ce soit des espèces solitaires ou sociales. Donc la femelle, en fait, elle va commencer par creuser un tunnel plus ou moins à la verticale, jusqu'à la profondeur qui lui plaît bien. Selon les espèces, ça va varier entre 20 cm et 1 mètre.
Et quand elle est à la profondeur qu'elle aime bien, elle va commencer à creuser un tunnel. Oui, ça peut aller jusqu'à 1 mètre. Elles sont, il y en a qui sont bien motivées. Et donc quand elle a la profondeur qu'elle veut, elle va faire un tunnel perpendiculaire et au bout, elle va commencer à aménager une cellule. Et donc pour ça, comment elle fait ? Elle va imperméabiliser en fait les parois de sa cellule avec un mucus qu'elle sécrète avec une glande qu'on appelle la glande du four. Et en fait, ce mucus, elle va l'appliquer avec sa langue sur les parois, il va sécher, et ça va permettre d'imperméabiliser et aussi de protéger des moisissures et des éventuels petits voleurs. Et ce mucus, en fait, chez certaines espèces, quand il sèche, il devient tellement solide et tellement dur que si on déterre le nid, en fait, on retrouve comme ça des espèces de petits, comme un petit sachet de cuisson de riz. Et en fait, ça, là, ce que vous voyez en blanc, c'est le mucus, en fait, qui a séché et qui est resté intact malgré le fait qu'on a déterré le nid à la pelle. Et donc là, vous pouvez voir aussi les stocks en fait, de pollen et de nectar qu'elle avait fait pour son œuf. Donc ça, on peut l'observer notamment chez les collettes, parce que chez les collettes, c'est très épais en fait. Et quand elle est contente de l'aménagement de sa cellule, c'est là qu'elle va sortir de son nid et elle va commencer à faire des allers-retours entre les fleurs qu'elle butine et son nid pour faire des stocks de pollen et de nectar au fond de sa première cellule. Au moment où elle estime qu'elle a assez de stock de nourriture pour nourrir un petit, elle va pondre un œuf, juste un seul, et elle va refermer la cellule. Et là, la cellule est terminée. Bien sûr, elle ne va pas s'arrêter là. En fait, elle va remonter un petit peu dans son tunnel et elle va creuser un deuxième conduit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en creusant le deuxième, en fait, elle va reboucher le premier. Et c'est ça qui va vraiment protéger la cellule, notamment des parasites. Donc la première cellule se retrouve vraiment enterrée. Et donc ainsi de suite, en fait, quand elle a fini, elle creuse un troisième en rebouchant le deuxième. Et hop, elle continue à travailler comme ça pendant toute la saison. Et à la fin de la saison, elle rebouche son nid et c'est l'hiver. Et là, elle va mourir. Donc qu'est-ce qui se passe à partir de là ? En fait, les œufs, ils vont éclore dans leur petite cellule. Et la larve, elle va commencer en fait, à manger ses stocks de nourriture. Et elle va grandir comme ça. Et en fait, elle va rester dans sa cellule toute l'année. Donc toute la fin de l'été, l'automne, l'hiver. Et elle ne sortira au printemps que quand elle sera adulte. Donc, il faut vraiment retenir que la majorité de la vie de l'abeille, elle se passe sous terre. Nous, on ne l'observe que quand elle est en train de construire son nid. Mais sinon, c'est un insecte qui vit dans la terre. Et donc là, je vous ai présenté une architecture en fait, de nid un petit peu classique, mais bien sûr, chaque espèce d'abeille va avoir son architecture préférée, donc c'est aussi assez variable selon les espèces. Et donc voilà, je vous ai montré le travail, vous avez bien vu là que c'était une abeille toute seule qui a fait son nid, donc c'est une abeille solitaire. Est-ce que toutes les abeilles qui creusent dans le sol, est-ce qu'elles sont toutes solitaires ? Et la réponse globalement, c'est oui. La plupart des abeilles qui creusent dans le sol sont des abeilles solitaires, mais solitaire, ça ne veut pas dire qu'on est chacune forcément dans son coin. Il y a certaines espèces qui nichent en bourgade, donc ça va être le cas notamment de certaines andrènes et certaines collettes. Donc qu'est-ce que c'est une bourgade en fait ? Et là encore une fois, plutôt que de vous expliquer, j'ai une petite vidéo. C'est pas moi qui ai filmé ces vidéos. Donc voilà, une bourgade, c'est ça en fait, c'est que plein d'abeilles vont décider de faire leur nid au même endroit. Donc, c'est-à-dire que s'il y a déjà plein de nids, une nouvelle femelle qui veut creuser son nid, elle va préférer cet endroit-là pour creuser le sien. Et ce qui est très impressionnant, c'est que chaque abeille reconnaît son nid à elle. Elle ne va pas se tromper. Et c'est toujours un comportement qu'on considère solitaire, puisque même si là elles sont beaucoup, en fait il n'y a aucune division du travail, chacune s'occupe que de son nid. Et ça va avoir un avantage notamment
Vous imaginez bien que quand il y a tous les nids tous les uns à côté des autres, ça va être plus difficile à approcher pour les prédateurs. Donc c'est un comportement qui les avantage quand même un petit peu. Et d'ailleurs, petite parenthèse, là vous pouvez voir que les colettes, elles aiment bien creuser à la verticale. Vous voyez là, c'est des falaises, enfin, c'est des mini-falaises. Donc voilà. Donc ça, c'était les bourgades. Ensuite, il y a certaines espèces d'andrennes qui ont un comportement communal. Donc c'est toujours un comportement qu'on considère solitaire parce qu'il n'y a pas de division du travail, mais en fait plusieurs nids vont partager la même entrée. Donc c'est une genre de grande coloc et chacune va ne s'occuper que de son compartiment à elle. Donc voilà, mais elles vivent toutes derrière la même entrée. Et il y a une dernière abeille qu'on peut observer en Île-de-France et qui a une vraie curiosité dont j'avais vraiment envie de vous parler parce qu'elle est incroyable, c'est la ligue tapate rouge. Et la ligue tapate rouge, en fait, on ne sait pas bien définir si elle est sociale ou si elle est solitaire. Je vous explique. Déjà, je vous la présente. Donc c'est une très petite abeille. Vous voyez là, vous voyez un petit mâle sur un bout de doigt. Donc vous imaginez à quel point elle est toute petite. Comme chez beaucoup d'espèces qui ont un dimorphisme sexuel, en fait, la femelle, elle a les pattes plus poilues que le mâle, puisque la femelle, elle creuse et elle récolte le nectar, enfin le pollen aussi. Donc voilà. Et donc, si on regarde la ligue tapate rouge en altitude, c'est une abeille qui a un comportement solitaire, donc exactement comme je vous ai montré avant. Chaque femelle fait son nid et à la fin de la saison, elle meurt et l'année suivante, ça recommence. Par contre, si on regarde plus bas dans la vallée, en fait, c'est une abeille qui va fonder des colonies. C'est-à-dire que la femelle, elle va commencer par pondre des ouvrières. Et une fois que les ouvrières sont nées, c'est elles qui vont s'occuper d'agrandir le nid et d'approvisionner les nouvelles cellules. Et la femelle, du coup, devenue reine, n'a plus qu'un travail de ponte. Et donc, il y a une vraie division du travail, des vraies colonies, comme chez l'abeille européenne qu'on connaît. Donc, on se demande, qu'est-ce qui se passe quand on est un petit peu en altitude, mais pas trop? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et bien, en fait, entre les deux, cette abeille, elle va avoir un comportement entre les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir des colonies qui sont plus petites, avec moins d'ouvrières, et parfois, on a des ouvrières qui décident de partir, quitter le nid, vivre leur vie et aller fonder leur propre colonie à elles, donc elles deviennent reines. Donc c'est vraiment un comportement entre les deux. Et donc forcément, les entomologistes sont fous et veulent tout savoir sur cette abeille. Et donc la première question qui s'est posée, c'est est-ce que vraiment, on est vraiment en train d'observer la même espèce ? Et donc pour répondre à cette question, ils ont fait une expérience qui est très maligne. C'est qu'ils ont pris des jeunes femelles en fait dans la vallée, donc qui a priori ont un comportement social. Donc ils ont pris des jeunes femelles fécondées, puisque c'est à ce moment-là en fait que l'abeille va décider si elle va fonder une colonie ou si elle va avoir un comportement solitaire, puisqu'elle n'a pas encore commencé à faire son nid. Donc ils ont pris ces jeunes femelles et ils ont décidé de les déménager. Et ils les ont apportées en altitude pour voir comment est-ce qu'elles allaient se comporter. Et là, en fait, tout de suite, elles se sont mises à devenir solitaires. Elles ont fait leur nid toutes seules, elles n'ont pas fait d'ouvrières. Directement, juste à cause du déménagement. Évidemment, ils ont fait la manip inverse. Et donc, ils ont pris des jeunes femelles fécondées en altitude. Ils les ont amenées dans la vallée pour voir comment elles allaient se comporter. Et là, les résultats étaient un petit peu plus variables, parce qu'elles ne sont pas devenues sociales tout de suite, mais ils ont observé certaines qui commençaient à fonder des petites colonies avec quelques ouvrières et certaines qui restaient encore solitaires, mais leurs descendants avaient tendance à revenir à un comportement social.
Voilà. Donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va décider du comportement de ces abeilles, mais on est à peu près certain que les conditions climatiques vont avoir un grand impact en fait sur le comportement de ces abeilles. Et ça c'est un peu logique puisque en altitude en fait il va faire plus froid, donc la saison est plus courte, la saison pendant laquelle on peut récolter, et il y a aussi moins de ressources. Donc ça veut dire qu'en fait les abeilles elles vont pas avoir le temps de faire plusieurs générations, elles vont juste avoir le temps de pondre une génération avant que l'hiver arrive et que la femelle meure. Par contre, dans la vallée, il fait plus chaud, donc la saison est plus longue. Il y a aussi plus de ressources, donc en fait, il y a plus, on peut faire des nids qui sont plus grands éventuellement. Et donc là, le comportement social, il devient plus rentable, puisque si on a des ouvrières pour aider, eh ben, on va pouvoir pondre plus d'œufs. Et le nid, il est aussi mieux gardé, donc les œufs qui sont pondus vont avoir une meilleure survie. Et donc ce comportement social, il est plus rentable et ça se fait au détriment de la descendance des premières filles, puisque les premières filles en fait vont devenir ouvrières plutôt que de se reproduire. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de cette abeille parce qu'elle est vraiment incroyable. Et donc maintenant on va totalement changer d'horizon et on va parler des activités humaines et quelles sont les conséquences des activités humaines pour les abeilles, particulièrement les abeilles sauvages. Et donc, vous avez compris maintenant que comme les abeilles font leur nid dans le sol, et ben, le labour des sols est un gros problème puisque ça détruit absolument tous les nids. Et ça a un effet pervers aussi puisqu'il y a certaines abeilles qui préfèrent les sols très meubles. Et donc elles vont avoir tendance à plutôt faire leur nid dans un sol qui est labouré. Sauf qu'un sol qui est labouré, il y a de grandes chances que l'année suivante il le soit encore. Et du coup, on va inviter des abeilles à aller creuser leur nid à un endroit où en fait le sol n'est pas stable et il va se faire détruire. Donc ça, c'est un premier souci. Ensuite, il y a le problème de la monoculture qui induit une fragmentation des territoires butinables. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la proximité en fait des territoires butinables, la proximité du nid. Donc pour vous expliquer un petit peu en fait, disons que la situation idéale pour une abeille, c'est de pouvoir creuser son nid au même endroit où elle peut avoir une ressource de nourriture. Donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle... donc voilà, ça veut dire que l'abeille en fait, elle va être très efficace, elle va sortir de son nid, elle va faire des sorties très courtes, et du coup dans une journée, elle va pouvoir en faire beaucoup. Et donc on a un approvisionnement efficace du nid. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un habitat complet. Donc ça veut dire que l'endroit où elle fait son nid et l'endroit où elle trouve des ressources de nourriture, en fait, c'est le même endroit. C'est un habitat complet. Et ça s'oppose à la notion d'habitat partiel. Donc en fait, là, les ressources en nourriture et l'endroit où elle peut faire son nid, ce sont deux endroits différents qui sont séparés, par exemple, par un champ de blé. Donc un champ de blé, en fait, c'est un territoire qui n'est pas butinable puisque le blé, ça fait pas de nectar et ça sert à rien pour l'abeille. Donc ça pourrait être un parking, ce serait exactement la même chose pour l'abeille. Et donc là, ça veut dire qu'elle va faire des sorties qui sont plus longues et donc mathématiquement, dans la journée, elle va en faire moins. Donc ça va avoir pour première conséquence qu'elle va faire moins de cellules et elle va pondre moins d'œufs au cours de la saison. La deuxième conséquence, en fait, qui est assez importante aussi, c'est que un des principaux prédateurs insectes des abeilles, et ben en fait, c'est une abeille aussi, enfin ce sont des abeilles aussi. Il y a certaines espèces d'abeilles qui se sont spécialisées pour devenir kleptoparasites. Donc c'est-à-dire que plutôt que de construire son nid soi-même, ben pourquoi pas aller squatter et voler les ressources d'une autre abeille qui l'a fait pour soi. Et donc ces abeilles kleptoparasites, ce qu'elles font, c'est qu'elles guettent les abeilles qui sont en train de construire leur nid et l'approvisionner. Elles guettent leur sortie, et quand le nid est sans surveillance, elles vont rentrer dedans, elles vont aller pondre leur œuf dans la cellule qui est en train d'être construite et en train d'être approvisionnée, parce qu'à ce moment-là, en fait, elle est ouverte, et elle s'en va. Et l'œuf, en fait, de ces abeilles, en général, il se développe
juste un tout petit peu plus vite que l'espèce hôte. Et donc la larve, la première chose qu'elle va faire quand elle va naître, c'est qu'elle va aller manger l'œuf de l'autre abeille, qui du coup va pas survivre, hein, et ensuite elle va gentiment profiter des réserves de nourriture qu'on a fait pour elle. Et donc le fait de quitter le nid plus longtemps, ça va avoir l'effet que le nid il est plus vulnérable à ces abeilles parasites. Et d'ailleurs il y a aussi des guêpes parasites tant qu'on y est. Et donc non seulement on pond moins d'œufs, mais en plus le peu d'œufs qu'on a réussi à pondre, ils vont avoir une survie qui va être diminuée. Donc voilà, ça c'était le problème de la fragmentation des territoires butinables parce que ça diminue beaucoup en fait la disponibilité des habitats complets. Ensuite, on a le problème de la pollution des sols. Donc en fait, tous les produits chimiques qu'on va mettre sur les plantes avec la pluie, avec le temps, ils vont s'accumuler dans les sols. Et maintenant vous avez compris que l'abeille, c'est là qu'elle vit. Et en plus, c'est un problème qui est vraiment augmenté par le fait que les niveaux maximaux d'insecticides autorisés, c'est des niveaux qui sont mesurés sur l'abeille européenne en fait. Les tests qu'on fait, c'est sur l'abeille européenne. Et l'abeille européenne, elle ne vit pas dans le sol. Donc en fait, ça n'a aucun sens de mesurer cet impact comme ça. C'est un petit peu comme si, là je vais faire un parallèle très grossier, si on essayait de mesurer l'impact d'un produit chimique sur les populations de loups qui vivent en forêt, et que pour mesurer ça, on demandait aux vétérinaires si les chiens vont bien. Le chien, c'est une espèce domestique. L'abeille domestique, l'abeille européenne, c'est domestique aussi. Donc ça a vraiment aucun sens. Et donc on a une grande sous-estimation en fait de l'impact des insecticides qu'on utilise sur les populations sauvages. Et donc il y a une étude que je voulais vous montrer qui essaye de quantifier en fait à quel point on sous-estime cet impact. Donc c'est une étude américaine où ils ont étudié une abeille américaine qui s'appelle l'abeille de la courge. Et cette abeille, elle vit dans le sol. Et ils ont comparé cette abeille à l'abeille européenne, donc qui vit en surface. Et ils ont comparé le risque d'exposition à un niveau toxique d'insecticides de ces deux espèces d'abeilles. Voilà, donc là, quand on parle de niveau toxique, en fait, on parle d'une concentration d'insecticides qui va tuer 50% des individus qui y ont été exposés une seule fois dans leur vie. Donc on parle vraiment d'un niveau mortel, parce que autant dire que les 50% d'abeilles qui restent, elles vont pas bien. Et donc ils ont mesuré que chez l'abeille sauvage, en fait, on a un risque d'exposition qui est presque 5 fois plus élevé que chez l'abeille européenne. Et il faut aussi voir qu'ils ont choisi cette espèce d'abeille puisqu'elle fait à peu près la même taille que l'abeille européenne. Mais la plupart des abeilles sauvages sont en fait plus petites que l'abeille européenne. Donc on peut imaginer que ce facteur, en fait, il va être encore plus grand chez des espèces qui sont plus petites, puisque en fait, il va falloir moins d'insecticides pour réussir à les tuer. Donc ça, c'est juste une première estimation, mais probablement, en fait, c'est encore plus important le facteur de risque. Voilà, et il y a une quatrième activité humaine qui pose un souci en fait pour les populations d'abeilles sauvages, et c'est un peu étonnant, mais c'est l'apiculture, et notamment l'apiculture, on va dire, pas raisonnable, puisque ce qu'il faut considérer, c'est que les milieux naturels, en fait, c'est des milieux qui sont à l'équilibre, c'est-à-dire que les ressources butinables, elles sont déjà exploitées par des espèces sauvages. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on apporte une ruche dans un milieu naturel ? D'un seul coup, on apporte des milliers d'individus qui vont se ruer sur tout ce qu'ils trouvent et qui vont récolter en fait tout le nectar et qui vont rafler tout. Et les espèces sauvages, la plupart, elles sont solitaires, elles n'ont aucune chance de pouvoir faire concurrence à une colonie qui arrive comme ça en bande organisée et qui sont des milliers. Et je vais en revenir à mon parallèle avec les chiens. Ça ne nous viendrait pas à l'idée d'adopter un chien sans adopter le sac de croquettes qui va avec le chien. C'est normal.
Pourquoi, quand on met une ruche dans un milieu naturel, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à nourrir cette ruche? C'est-à-dire qu'implanter une ruche, ça veut dire qu'il va falloir la nourrir en plantant au moins assez de fleurs pour compenser en fait les ressources qu'elles vont utiliser dans ce milieu naturel. Et donc voilà pourquoi l'apiculture, en fait, quand c'est à trop large échelle, ça pose un problème aux espèces sauvages. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque le but, c'était pas du tout de vous déprimer ce soir. Et parce que vous allez voir qu'en fait, on peut faire plein de choses pour aider les abeilles. Et comme on n'a pas tous le même temps et les mêmes ressources, j'ai classé les choses qu'on peut faire dans plusieurs catégories qui vont de « j'ai vraiment pas le temps », mais alors j'ai vraiment pas le temps, à « j'ai plein de temps, je suis super motivée ». Et donc, dans la catégorie « j'ai pas le temps, mais j'ai vraiment pas le temps du tout », on peut commencer par ne rien faire. Et en fait, ne rien faire, déjà, ça a un impact pour de vrai. Par exemple, dans la catégorie ne rien faire, on peut arrêter les pièges à frelons, parce que déjà, c'est totalement inutile, ça sert à rien. La raison, c'est que le frelon, c'est une espèce sociale. Donc en fait, les individus que vous voyez, qui sont à l'extérieur du nid, ce sont des ouvrières qui sont en recherche de nourriture. Mais si vous les tuez, eh ben, c'est des individus qui vont être très vite remplacés, ça ne fera rien à la colonie. Si on veut se débarrasser des frelons, il faut se débarrasser du nid. Mais par contre, en fait, même si on vous vend et on vous promet que c'est des pièges à frelons qui sont 100% spécifiques et que même si une abeille sauvage se retrouve coincée dedans, elle pourra sortir, c'est jamais vraiment vrai à 100%. Et donc même si on piège 150 frelons et qu'on piège une seule abeille sauvage ou deux, les 150 frelons, c'est des ouvrières, ça sert à rien. Par contre, une ou deux abeilles sauvages, c'est des abeilles qui étaient en train d'approvisionner leur nid. Et donc en fait, c'est des nids qui ne seront jamais terminés et la descendance ne pourra pas survivre. Donc ça a un réel impact. Donc, on arrête les pièges à frelons. Ensuite, dans la catégorie rien faire, on y va mollo sur tous les produits chimiques qu'on met dans la terre, de façon assez évidente. On peut aussi laisser un peu tranquille la tondeuse et laisser un petit coin de son jardin avec des herbes hautes, avec un petit peu de bazar, un petit tas de bois. Ça va faire un petit sanctuaire, une petite réserve où les insectes vont pouvoir venir là et se reproduire et surtout avoir un endroit qui est stable tout au long de l'année. Et vous l'avez compris, il ne faut pas bêcher, surtout qu'il y a aussi des études qui montrent que non seulement c'est délétère pour les abeilles, mais en plus c'est très délétère pour les populations de lombriques aussi, et ça perturbe plein d'espèces d'abeilles, et au final ça ne rend pas la terre plus fertile, bien au contraire. Donc tout ça c'est des conseils qu'on peut éventuellement appliquer dans son jardin à son échelle personnelle. Je vais m'abstenir de donner des conseils aux agriculteurs parce que l'agriculture c'est un domaine très complexe et j'y connais rien. Mais par contre, nous en tant que particuliers, on peut soutenir, dans la catégorie simple et efficace, on peut soutenir en fait les agriculteurs qui essayent justement de respecter plus les sols. Et donc on peut soutenir une agriculture paysanne. Alors oui, c'est pas neutre parce que ça demande quand même de prendre le temps de se renseigner un petit peu. Et souvent c'est vrai que c'est pas le même prix, hein, ça coûte un petit peu plus cher. Mais ça va avoir un impact à large échelle, puisqu'en fait les terrains agricoles c'est des terrains très grands. Et donc ça va quand même avoir un impact qui est plus grand que le petit impact qu'on va pouvoir avoir dans un coin de son jardin. Même si un coin de son jardin c'est déjà très très bien. Ensuite, on peut soutenir les actions locales et déjà tout simplement en s'y intéressant et en allant les voir. Par exemple, en Essonne, il y a les Jardins de Bressoux qui est une initiative de restauration de la biodiversité. Alors moi j'y suis pas allée personnellement, mais je sais qu'on peut les visiter et notamment il paraît que si vous les contactez, ils font des visites de groupe aussi. Et rien en fait que d'y aller, ça montre qu'il y a un intérêt du public en fait, et ça donne beaucoup plus de poids au niveau des collectivités quand il y a un intérêt du public pour que les collectivités les aident. Et pour les motiver, si vous avez les moyens et si vous avez envie d'inviter les abeilles sauvages dans votre jardin, vous pouvez construire une mini réserve naturelle chez vous. Et donc déjà, laisser les herbes hautes, comme on a dit tout à l'heure.
Et la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est planter des plantes mellifères locales. Alors pourquoi locales? C'est parce que les espèces sauvages locales, elles sont adaptées à ces plantes-là, et c'est ces plantes-là qu'elles vont pouvoir récolter de la manière la plus efficace. Et donc, si vous voulez aider les oiseaux l'hiver, vous les nourrissez, vous leur donnez des graines. Si on veut aider les abeilles, pareil, on les nourrit, c'est très simple. Et ensuite, vous pouvez construire des hôtels à abeilles. Et donc, je suis sûre que vous connaissez déjà les hôtels qu'on trouve comme ça en jardinerie, qui sont des hôtels avec plein de petites cavités. Mais maintenant, vous le savez, ça ne va profiter qu'à 30% en fait, des espèces d'abeilles qui vont trouver leur compte et qui vont pouvoir occuper ces petites cavités. Donc, c'est déjà bien. Mais en plus, on peut faire des petits tas de bois ou des petits tas de cailloux, donc qui vont être, par exemple les tas de bois, on peut avoir des xylocopes qui vont venir y faire leur nid, et aussi en dessous, en fait, ça protège la terre et ça va retenir un petit peu l'humidité, et ça va faire que les abeilles vont pouvoir creuser en dessous parce que le sol ne va pas être dérangé. Et donc ça va aussi attirer tout un tas d'autres insectes qui vont y trouver leur compte. Et ensuite, on peut faire, comme chaque espèce d'abeille préfère des types de sols différents, et on peut faire des mélanges de terre et de sable dans différentes proportions et laisser des petits tas comme ça dans son jardin un peu tranquille. Et la preuve que ça marche, c'est que là, je vous montre une photo, c'est dans le jardin de Bernard et Françoise. Ils ont laissé du sable tranquille dans un coin et ils ont effectivement eu des colettes qui sont venues faire leur nid dedans. Donc voilà, vous pourrez leur demander l'histoire de ça, mais ça marche vraiment en fait. Donc voilà, plein de choses qu'on peut faire. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, alors là c'est totalement de l'auto-promo, c'est on peut construire des nids de bourdons pour essayer de convaincre une colonie de bourdons de venir habiter chez nous. Et donc ça, on organise un atelier parents-enfants le 8 novembre, ce sera à la Maison de l'Environnement de Morsang-sur-Orge. Donc si vous avez envie de venir, n'hésitez pas. Donc c'est parents-enfants, mais si jamais vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez venir quand même, il y en aura sur place. Voilà, c'est ouvert aux enfants de tous les âges. Moi, par exemple, j'ai 38 ans, j'y vais. Donc vraiment, n'hésitez pas, venez, ce sera sympa. Et donc voilà. Et donc avant de passer aux questions, je voulais remercier un certain nombre de personnes. Donc déjà, je voudrais beaucoup remercier le centre Nelson Mandela et l'université populaire de Saint-Michel-sur-Orge pour nous accueillir ce soir et pour avoir fait que cet événement soit possible. Je voulais aussi remercier l'association Les Paniers de Lompont et particulièrement Bernard et Françoise qui m'ont invité à parler ce soir, ça me fait très très plaisir. Je voulais remercier Tiffany Via qui m'a présenté et qui a fait toutes les affiches que vous pouvez voir à côté des tableaux, et je vous conseille d'aller les lire parce qu'elle a fait une super boulot de recherche et il y a plein de choses dont j'ai pas eu le temps de parler. Donc vous allez apprendre plein de trucs. Et remercier particulièrement l'association Une abeille sur le toit qui va nous nourrir ce soir. Donc comme vous avez entendu, il y a du pain d'épices, du jus de pomme, enfin ça va être super cool. Et surtout, je voulais vous remercier tous d'être venus ce soir. Vous êtes super nombreux. Ça me fait très très plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir autant qu'à moi. Et donc voilà, si vous avez des questions, je serais ravie de parler d'abeilles toute la nuit avec vous. Donc n'hésitez pas. Validé pour les questions. Donc le paillage, du coup, ça a un avantage, non? Parce que ça reste et du coup ça bouge pas, on ne la voit pas, et du coup on peut quand même arriver à nicher dessous ou pas? Alors ouais, j'avais vu sur le paillage, en fait, c'est bien de mettre quelque chose qui n'est pas trop lourd pour qu'elle puisse aller en dessous, en fait, et que du coup les paillages plus lourds, ça va poser problème pour elle. Mais voilà, je suis pas experte, mais oui, en fait, les paillages légers, en fait, c'est mieux. Les
les abeilles se désertent parce qu'ils s'agissent quasi exclusivement de les solitaires pour ce genre de truc, on les voit moins, comme ce ne sont pas des quand bien même ça fonctionnerait dans un jardin, dans une installation, il faudrait avoir l'œil pour les repérer. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne sont pas là. Alors c'est vrai, mais aussi si on sait où les chercher, on peut les voir. Par exemple, la colette du lierre, c'est une abeille qui est assez intéressante parce qu'elle a décalé son cycle de vie sur la fin du mois de septembre. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut l'observer. Et c'est une abeille qui ne butine quasiment que le lierre, en tout cas s'il est disponible, si elle butine ça. Et le lierre, en fait, ça a fleuri en fin septembre. C'est pour ça qu'elle a décalé en fait son cycle de vie, parce qu'elle a évolué avec le lierre. Et donc, si fin septembre, vous allez voir des lierres en fleurs, vous allez voir des collettes. C'est sûr, il y en a tout le temps. Donc voilà, si on les connaît un petit peu, en fait, et qu'on sait à peu près vers quel moment de l'année elles vont creuser leur nid et quelles fleurs elles préfèrent, on a plus de chances de les observer, en fait. Question. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur la vie des abeilles solitaires? Est-ce que J'en ai pas vraiment une idée quantifiable, mais notamment chaque espèce d'abeille a un cycle de vie qui est vraiment... il y en a qui vont être en activité en début de printemps, il y en a qui vont être en activité en fin d'été, comme la colette par exemple. Et du coup, ça veut dire qu'au moment où elle sort de terre, c'est très important qu'elle trouve les fleurs qu'elle a l'habitude de butiner et qu'elle peut butiner efficacement. Donc en fait, si jamais il y a un décalage entre ces choses-là, si elle croit que c'est le printemps trop tôt par exemple, ça va être délétère puisqu'elle ne va pas trouver en fait des ressources, assez de ressources suffisantes. Donc voilà, après j'imagine, le réchauffement climatique a aussi un effet sur les sols. Donc du coup, si les sols sont, je sais pas, trop instables, ça va être un problème aussi pour les abeilles. Après, je suis pas du tout expert du sujet, quoi. Parce que jusqu'à présent, on parle beaucoup des effets délétères de la pollution sur les abeilles, notamment de la pollution des pesticides, etc. Mais j'ai pas encore trouvé, ça n'existe pas, mais je n'ai pas encore vu réellement de lecture scientifique sur les conséquences du réchauffement climatique. Et j'y pensais notamment quand vous parlez des abeilles là, qui changent leur mode de vie entre l'altitude et la vallée, et notamment, vraisemblablement, grâce à l'altitude, que les saisons soient plus courtes, on peut imaginer que ça a aussi des conséquences sur leur façon d'être. Alors, c'est super intéressant ça, puisque la licte, en fait, je vous ai montré, la licte à patrouille, je vous ai montré son comportement en Europe, donc qui est comme ça, en fait, parce qu'elle est européenne à la base. Donc elle vit sur des territoires qui sont continus entre l'altitude et les vallées. Et en fait, elle a été importée aux États-Unis de façon par erreur en fait. Et donc elle a été importée plusieurs fois, en fait on ne sait pas trop comment, mais il y a plusieurs populations qui ont été importées à différents endroits dans différents climats. Donc en fait là il n'y a pas eu de mixité génétique entre les différentes souches d'abeilles qui se sont implantées. Donc selon le climat en fait elles sont devenues soit solitaires dans les climats plus froids et soit sociales dans les climats plus chauds. Et en fait ils ont fait les mêmes études que ce que je vous montrez, en fait déménager les abeilles d'un endroit à l'autre. Sauf qu'ils estiment qu'à peu près ces abeilles elles ont été importées vers les années 1960. Et donc ça fait plus de 60 ans qu'elles sont là et qu'elles n'ont pas changé de comportement en fait, et qu'elles ne se sont pas mixées. Et bien quand ils les déménagent, elles ne changent pas de comportement en fait. Le comportement c'est plus ou moins fixé. Et donc on peut imaginer que si jamais effectivement on en vient à avoir un climat qui est chaud tout le temps, en fait ce qu'on pense qu'on est en train d'observer c'est un début d'espèce en fait. Aux États-Unis, ils pensent qu'elles sont en train qu'il y a une spéciation qui est en train de se passer et qu'elles vont plus pouvoir changer de comportement en fait. Donc dans ce cas-là, par exemple, le fait que le climat soit chaud de façon permanente, oui, ça a fixé le comportement. En fait. Et comment font les larves
quand elles ont grandi, si le nid est bouché, elles vont sortir. Creuse. Elle sorte. Ouais. Alors, c'est aussi un truc dont j'ai pas parlé, mais souvent, en fait, alors il faut savoir que les abeilles, les femelles qui pondent, elles ont un petit avantage, c'est qu'elles choisissent ce qu'elles pondent. C'est-à-dire qu'elle sait si elle va pondre une femelle ou un mâle. Et elle le décide avant même de commencer à creuser sa cellule. Et elle va mettre les femelles plus profonds et les mâles plus hauts en général. Les mâles, ils sont plus petits et surtout, ils ont besoin d'émerger un petit peu avant les femelles pour les guetter à la sortie du nid pour se reproduire avec. Oh non, la nature, c'est sympa. Et donc, notamment les mâles, ils vont pas avoir besoin de creuser beaucoup puisqu'en général, ils sont pondus plus près de la sortie et ils vont se développer un petit peu plus vite en fait et ils vont sortir quelques jours avant les femelles. Et donc oui, non, les femelles pour sortir, elles creusent. Moi, il y a vraiment un truc qui m'a toujours posé problème. Je ne comprends pas quand ils font plusieurs nids dans une tige. Donc elles pondent, elles mettent de la nourriture, elles colmatent, elles repondent, elles mettent de la nourriture. Et ça fait qu'ils sont. Enfin, celui du fond, c'est une avant. Et alors qu'il est pondu en premier. Mais c'est le dernier. Enfin, il y a un problème. Alors elles pondent en dernier les mâles, parce qu'ils sortent en premier. Déjà. Et oui, effectivement, celle de derrière, elle va attendre. Mais en fait... non, mais c'est vrai. Ouais, en fait, le truc, c'est que l'abeille, elle va pas mettre 1 an à se développer. En fait, l'œuf, il va éclore, la larve va se développer, va manger ses stocks de nourriture, et ensuite, elle va rentrer en dormance pour passer l'hiver. En chrysalide ou en stade juste avant l'adulte, en fait. En pupe. Et enfin, je crois, hein. Je peux demander à Julien, il sait mieux. et donc voilà, en fait, elle va pas passer toute l'année et sortir quand elle est prête. En fait, elle va se développer et une fois qu'elle est presque prête, elle va attendre le bon moment pour sortir, en fait. Donc du coup, oui, effectivement, la première pondue va être la dernière à sortir. Elle a des sur les derniers. C'est comme dans la vie. Ici, elle pondait des mâles, elle pondait des mâles et des femelles, mais ça veut dire qu'en gros, quand elle est fécondée chaque fois, une nouvelle fois par un nouveau mâle. D'accord, donc c'est hyper intéressant la fécondation des abeilles. Donc en fait, l'abeille qui va s'accoupler avec un mâle, elle ne va pas féconder ses œufs avec le sperme tout de suite. Elle va stocker le sperme dans un petit organe qui s'appelle une spermathèque. Et c'est juste une petite poche, elle le garde là, elle l'utilise quand elle veut. Et donc à chaque fois qu'elle pond un œuf, en fait, les abeilles, c'est une espèce haplodiploïde. C'est-à-dire que les mâles n'ont qu'un seul set de chromosomes. Donc les œufs non fécondés, en fait, ils vont se développer quand même, ils vont se développer en mâle. Et si elle veut pondre une femelle, et ben en fait, elle va pondre un œuf et elle va le féconder avec du sperme. Et donc c'est pour ça qu'elle choisit, en fait. Donc tous les œufs pondus par des abeilles, ils vont tous se développer. Elle n'a pas besoin d'être fécondée pour pondre des individus. Par contre, elle a besoin d'être fécondée pour pondre des femelles. Est-ce que les degrés de remplissage de la spermathèque déterminent combien elle va pondre ou genre quand elle en a plus, elle arrête de pondre ou elle pond indépendamment Je crois pas que ce soit un facteur limitant la quantité qu'elle a réussi à récolter. Et j'ai vu des vidéos, alors là j'en ai pas, mais les mâles sont assez motivés pour choper des femelles. Ils sont fous, hein. Ça, notamment chez les collettes, ça fait ce qu'on appelle je sais plus, des boules de fécondation, des boules de mâles qui se basent tous ensemble. Et au milieu, il y a une pauvre femelle qui se fait assaillir. Et ils essayent tous de s'accoupler avec. Et il y en a un qui va y réussir finalement. Mais donc la femelle, elle n'a pas beaucoup de problèmes à trouver un copain. C'est plutôt les mâles qui ont un peu de problème à trouver une copine. Et donc voilà, non, je pense pas que ce soit un facteur limitant. Et un truc, vous avez dit que donc elle choisit femelle ou mâle.
Et la proportion de femelles et de mâles, je ne sais pas peut-être que vous l'avez dit, mais elle est en fonction des espèces, en fonction des lignes. Alors déjà, les espèces solitaires, elles vont plutôt avoir tendance à faire 50-50 pour les mâles et les femelles. Et par contre, les espèces sociales, elles vont faire beaucoup plus de femelles parce qu'elles ont besoin d'ouvrières. Donc elles vont faire, et notamment elles vont faire des mâles seulement au moment où elles en ont besoin, donc vers la fin de la saison. Et on pense aussi que chez la licte, donc il y a la licte apatrouche qui a ce comportement un peu selon là où elle est, un peu flexible. En fait, on ne sait pas comment une reine va empêcher ses premières filles de se reproduire et les obliger à devenir ouvrières. On ne sait pas si c'est les premières filles qui le font un peu naturellement, on ne sait pas s'il y a des hormones ou des choses comme ça, mais on pense notamment que la reine, en fait, elle ne va pas pondre de mâles, et que du coup, comme ces premières filles ne trouvent personne avec qui se reproduire, eh ben, elles vont devenir ouvrières. Que ce serait le manque de mâles qui les pousserait un petit peu. Il y a probablement plusieurs facteurs, mais effectivement, dans les colonies sociales, il y a moins de mâles parce qu'il y a moins de besoins. Le problème d'inondation, du coup, à défaut de sécheresse, le mucus suffit à imperméabiliser chaque truc, mais quand la colonne est verticale, le trou est vertical, là ça rentre pas non plus avec la terre, tout ça, ça les noie pas. Alors, forcément, si tout le sol, s'il y a un glissement de terrain, bon, c'est fichu. Hein. Le mucus est quand même raisonnablement imperméable, donc en fait ça permet de protéger notamment des variations d'humidité du sol au cours de l'année. Et bon, je ne l'ai pas montré, mais en fait le mucus il tapisse toute la paroi, mais aussi elle le ferme à la fin. Donc ça va vraiment faire un sachet pas hermétique parce qu'il y a quand même des échanges de gaz, mais ça va protéger en fait pour pas que la poche se remplisse d'eau si jamais l'eau et le sol est gorgé d'eau après une pluie par exemple. Oui, en plantes mellifères, est-ce que tu as des conseils lesquels sont les plus appréciés de ces abeilles? Alors, il y a toute la famille des astères qui est super appréciée parce que dans les abeilles, en fait, il y a les abeilles à langue longue et les abeilles à langue courte. Et beaucoup d'espèces sauvages sont des abeilles à langue courte. Et donc les astères, ça va être plus facile à butiner. Et par exemple, si vous plantez des fleurs plutôt genre la famille des pois, ça va être des fleurs qui ont une plus longue corolle et ça va être préféré par les bourdons par exemple. Parce qu'ils ont une langue très longue et donc quand ils visitent ces fleurs-là, ils ont plus de chances que personne soit passé avant eux puisque personne n'y rêve. Et sinon en jardinerie, en fait, souvent ils vendent des mélanges de fleurs locales. Donc ça en général c'est assez bien fait. Mais moi j'ai retenu, tout le monde aime les astères. Cette compétition entre les abeilles domestiques en installe une ruche et les abeilles sauvages, est-ce qu'on aurait calculé une sorte de nombre de ruches qui serait qu'on ne pourrait pas dépasser entre guillemets au kilomètre? Enfin, je ne sais pas si ça a été calculé. Alors je ne sais pas si ça a été calculé, mais par contre j'ai essayé de trouver combien de fleurs il faut qu'on plante pour subvenir aux besoins d'une ruche. J'ai pas trouvé en fait cette information-là. Je pense qu'en plus ça dépend de la taille de la ruche. Mais ouais, c'est une question vraiment intéressante en fait. Combien de ruches posent problème au kilomètre carré? Combien de fleurs il faut planter pour nourrir une seule ruche? Probablement qu'il y a la réponse quelque part. Je sais pas. Une question un petit peu corollaire de ça. Tu parlais pas mal de faire une mini-réserve chez soi, sans s'en pas. Et c'est quoi le mini, et notamment sur un balcon par exemple? Est-ce qu'un gros pot de fleurs, ça peut être une mini-réserve si elle est bien faite? Il faut quand même de place. Est-ce que Je sais pas si on peut avoir des abeilles qui nichent dans notre pot de fleurs. Oui. Oui. Ah, il paraît que oui. Trop bien. Donc oui.
Mais avoir des plantes mellifères sur le balcon, en fait, ça va quand même les aider. Parce qu'en Ile-de-France, en fait, il y a pas mal d'abeilles, puisqu'il y a moins de terrains agricoles et qu'elles aiment bien les villes, en fait. Quand il y a des endroits où se nourrir et des endroits où nicher. Donc oui, mettez des fleurs sur vos balcons. Vous allez voir, il y a des abeilles qui viennent les visiter, donc c'est que ça marche. Et butine dans quel périmètre d'action? Les distances. Ça dépend. Il y a vos fleurs, mais vous allez être loin. Oui, c'est ça, en fait, il faut qu'il y ait un endroit où nicher qui soit à bonne distance, mais je pense que chaque abeille peut aller plus ou moins loin. Je ne sais pas quels sont vraiment leurs rayons d'action. Ça, je l'avais regardé et c'est en fait quelques centaines de mètres. Mais en fait, il n'y a pas que les fleurs qu'on plante, il y a les arbres qui fleurissent comme les acacias, enfin, les catalpas, voilà. Et donc, les abeilles, les ruches, elles ont besoin de milliers de fleurs et elles les trouvent souvent dans les arbres. Donc les arbres d'alignement qui fleurissent, c'est une vraie source de nourriture. Sinon les abeilles sauvages, il faut une grande diversité de familles de fleurs, des ombellifères, des astéracées, et parce que beaucoup d'abeilles, une bonne partie des abeilles sont spécialisées et en même temps elles ont besoin d'aller près. Voilà, quelques centaines de mètres. Sinon, c'est pas possible. Oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque, ce que j'ai oublié de dire à la question tout à l'heure. L'important, c'est d'avoir de la variété, d'avoir plein de choses à proposer, donc c'est vraiment bien. Et les zones qui restent sauvages et pas aménagées, même. Oui, voilà, c'est important, le sauvage. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on va terminer. On remercie encore. Je voulais vous dire que la prochaine conférence, c'est le 17 octobre. C'est sur la peinture, l'année 1808. Sur David, c'est ça, plus particulièrement. Et ensuite, on aura une conférence le 7 novembre sur les violences faites aux femmes et le mouvement des pôles heureuses. Je ne sais pas si vous connaissez les collages féminicides. Ce sera un groupe de Paris qui viendra nous en parler. Voilà. Merci. Les amis, donc je disais notre association, nous sommes implantés à Sainte-Geneviève-des-Bois. L'association a été créée en 2011 par Hélène Bédu. En 2019, on a récupéré un terrain via un partenariat avec la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois, un terrain de 400 m² qui est à côté du donjon et des serres municipales. On a une quinzaine de ruches et l'association, en fait, c'est 130 adhérents, 40 membres actifs qui viennent régulièrement participer à des ateliers en semaine et les samedis. On prête des tenues d'apiculteurs, moyennant une petite adhésion à l'année. Et donc l'idée, c'est de faire de l'initiation à l'apiculture, faire découvrir le monde des abeilles, qui est assez magique. Et donc ça, c'est pour de l'initiation, on ne fait pas de la formation, mais de l'initiation. Et la deuxième mission de l'association, c'est de sensibiliser les publics, et notamment les jeunes publics. Donc on se déplace auprès des écoles et des centres de loisirs. On a 10 vacations, c'est-à-dire que la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois, on a passé une convention avec eux. En échange du terrain, de l'eau, l'électricité et d'une subvention, on fait 10 accueils à l'année des centres de loisirs au rucher. Quand ce n'est pas possible, on se déplace avec du matériel pédagogique. Vous pouvez voir une petite ruche, on amène du matériel, on amène de l'équipement. On fait des dégustations de miel, on parle apiculture
accessoirement, avec nos modestes compétences, mais avec la passion qui nous allume tous, on essaye d'expliquer le rôle des abeilles, des pollinisateurs. Tout ce qu'on a entendu ce soir est super intéressant et complémentaire, effectivement. Et voilà. Donc le rôle de l'association, c'est faire de l'initiation et surtout faire découvrir au jeune public, à tous les publics, le rôle des pollinisateurs et des abeilles. Voilà ce que je voulais en dire. Donc au niveau de l'association, ça va être prêt d'ici 5 minutes. On va vous servir donc un jus de pomme épicé, fabrication maison. Vous avez ici le logo. Sur le site internet, on met des recettes à base de miel. Si vous intéresse, il y a la recette du jus de pomme. Il y a François, Igor et Alain qui sont nos apiculteurs qui sont présents ici, qui donnent donc des initiations à l'association. François a préparé du pain d'épices maison. Et puis, on vous fait une dégustation aussi du miel. Pour ceux qui veulent goûter, il y aura une dégustation du miel. Voilà ce que je vais vous dire au niveau de l'association. Je vous remercie.